le Premier ministre. Bonsoir à tous les autres collaborateurs du Premier ministre et Monsieur le ministre Ibrahim Kassamega. Je suis d'abord très honoré d'avoir eu accès à vous, à la primature et puis cette audience. Je suis principalement venu vous remercier et surtout remercier vos collaborateurs. Je remercie infiniment vos collaborateurs parce qu'ils étaient les premiers à me rendre visite à Koulikoro. Ils étaient venus plusieurs fois, constamment. Ils sont venus nombreux et ils sont toujours venus avec les mains pleines. Et il m'arrivait souvent des moments où je me pose la question, est-ce que moi-même je ne travaille pas à la primature pour qu'on me donne autant de considération et d'importance. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a touché. Beaucoup d'autres personnes que je n'ai pas vues m'ont envoyé des émissaires pour me faire des gestes ou bien pour assister ma famille. Certains sont passés par la grande famille pour avoir accès à moi, à ma famille. Et ça m'a vraiment touché. Et je me dis, un pays dans lequel les premiers responsables pensent à des citoyens ordinaires, ça veut dire qu'ils ont le souci de l'ensemble du pays. C'est pour cela que je me disais, il fallait que je vienne officiellement de vive voix vous remercier tous. Vous remercier du fond du cœur. Parce que si c'était que les amis du M5 qui me rendaient visite, je pouvais dire nous sommes toujours ensemble, ça c'est la famille. Et il y a beaucoup d'autres travailleurs de la primature qui sont passés avec des gens également que je n'ai jamais vus, que je ne connais même pas, qui voulaient juste me voir, mais ils sont venus avec des gens de la primature. Ils sont nombreux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il était important pour moi de passer, vous voir, vous remercier. Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas vous dire merci parce que c'est un peu faible le mot, parce que vos collaborateurs vous ont emboîté le pas et je ne suis pas tellement à l'aise de dire devant vous combien de fois j'ai beaucoup aimé l'assistance que vous avez apportée à ma personne, à ma famille et à mes proches d'ailleurs. Et c'est le lieu de dire que beaucoup de gens me posaient cette question souvent, mais tu es en prison, qu'est-ce que le Premier ministre il fait? J'ai répondu à plusieurs personnes en disant, à sa place, je ferais exactement ce qu'il est en train de faire. Parce que le M5 a demandé un changement de système du Mali par la refondation de l'État. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que quand ton parent ou ton proche est en prison, ça ne te donne aucun droit de t'immiscer dans les affaires de la justice? Parce que nous voulons le changement, c'est ce qu'on veut combattre. Donc si le Premier ministre ne se mêle que de ses affaires et laisse la justice faire ses affaires, c'est ça le pays que nous voulons avoir. Donc je suis parfaitement d'accord avec sa posture. Donc je le dis entre parenthèses et j'en passe parce que pendant cette détention, c'était des journées longues mais enrichissantes parce que je passais plus de temps à réfléchir et à noter. Et dans cette réflexion, je me suis dit, quand je vais avoir l'occasion de parler à des autorités de ce pays, la première des choses, c'est de leur dire que nos prisons ne sont pas faites pour les Maliens. Ce n'est pas un lieu où on doit mettre un être humain. J'étais une nuit à la MCA et malheureusement j'ai pu constater, j'ai causé avec certaines personnes, une prison faite pour 400 personnes, ils sont aujourd'hui près de 4000. 4000 personnes. J'ai passé une nuit avec 3 autres personnes sur un matelas de 2 places, mais dans la grande salle où nous étions, on était 178. Mais moi je pense que là-bas on était même très heureux. Et j'ai vu d'autres Maliens, d'autres personnes, dans des cages comme des animaux, et ça c'est insupportable. Insupportable. Il faut vraiment que nous ayons le courage soit de raser la MCA
amener les gens ailleurs ou de créer les conditions pour que les gens ne soient pas condamnés n'importe comment et aller les entasser dans des conditions aussi inhumaines. Ça, je tenais vraiment à le dire, qu'on trouve une solution. Pas parce que j'étais là-bas, mais je pense à ceux qui sont présentement là-bas. Donc ça me permet également de vous dire que j'ai beaucoup mal à la place de notre doyen Bouba Karamogo Traoré. Et j'espère que, Inch'Allah, il va tenir bon et qu'il va retrouver toute sa liberté avec l'aide de Dieu et puis avec l'indulgence de la justice. Je le dis parce que je sais que Bouba représente beaucoup pour le M5. Et aujourd'hui, Bouba nous manque. Donc c'est l'occasion de dire aussi à nos camarades et puis aux collaborateurs de la primature, à vos collaborateurs, Monsieur le Premier ministre, que la chance qu'on m'a donnée, le soutien qu'on m'a apporté, je souhaiterais qu'il fasse autant pour Bouba, pour qu'il puisse supporter cette période-là. Monsieur le Premier ministre, j'ai réfléchi également à notre pays, et c'est pendant que j'étais en détention que j'ai vu la suspension des partis politiques. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Parce que pour moi, on ne peut pas construire le pays sans les partis politiques. Et nous, qu'on ne soit pas parti politique, mais on ne peut pas avoir de différence entre nous et les politiciens. Certains parmi nous sont politiciens de carrière. Nous savons que la gestion du pays, c'est avec les hommes politiques. Les partis apportent quelque chose d'essentiel à la construction du pays. C'est l'animation politique, la réflexion continue pour améliorer la gestion du pays. Cela, on ne peut pas leur occulter et demander à ce qu'ils se taisent ou qu'ils arrêtent toutes leurs activités pendant qu'un dialogue est en cours où on dit que les Maliens doivent avoir la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Mais ces partis politiques, c'est quand même une grande partie des forces vives de la nation. Comment ils peuvent apporter leur contribution à ce dialogue, sachant bien qu'on a suspendu leurs activités? Comment ils vont voir leur base, discuter avec leur base, faire remonter les propositions et les solutions de leur base pour améliorer le dialogue, les résolutions qui seront prises au niveau du dialogue? Ça veut dire tout simplement, on les a dit, vous n'êtes pas Maliens, ou bien taisez-vous, ne vous mêlez pas des affaires du Mali jusqu'à ce que les Maliens finissent de discuter. J'ai trouvé que la mesure était inopportune. Inopportune. Il aurait fallu qu'on leur dise, venez discuter, mais après cette discussion, on sera obligé de suspendre les activités temporairement et donner des raisons valables. J'ai vu également que certains politiciens ont été arrêtés. Je prie le bon Dieu qu'on trouve un bon consensus pour pouvoir libérer même ceux qui sont arrêtés, pour que nous puissions parler politique et que tous les politiciens se donnent la main pour reconstruire le pays. Les ennemis aujourd'hui sont puissants. Les ennemis sont nombreux. Et les ennemis commencent à avoir de l'espoir sur nous. C'est pour cela que nous n'avons aucun choix. À l'intérieur du Mali aujourd'hui, nous devons créer des conditions idoines pour que tout le monde se parle. Que tout le monde apporte sa contribution. Je pense que le M5 au départ, c'était ça notre vision. Quand nous allons venir aux affaires, personne ne sera écarté. Et ça vaut son pesant d'or parce que depuis que vous êtes venus, vous n'avez nommé personne parce qu'il est comme directeur national ou autre chose. Vous n'avez changé personne parce qu'il n'est pas du M5 ou il est de l'ancien régime. C'est à votre honneur, mais c'était ça la vision du M5. Nous devons reprendre le taureau par les cornes et faire de telle sorte que les Maliens se parlent sincèrement. La suspension a été levée, Dieu merci. Et aujourd'hui, moi je propose que les partis politiques soient appelés et avoir un programme avec eux pour discuter de l'avenir de ce pays, surtout
concernant les élections à venir. Il ne faut pas leur imposer ça. Il ne faut pas que ça soit un semblant de rencontre juste pour perdre du temps. Non, ça c'est leur rôle, c'est leur jeu. Nous avions un sérieux problème, Monsieur le Premier ministre. À un moment donné, c'était la carte biométrique. On nous a tous dit qu'on aura la carte biométrique. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas ma carte. J'ai fait mes enregistrements le même jour que mon épouse. Elle a sa carte, mais moi, je n'ai pas pu retrouver ma carte. Alors que nous nous sommes battus pendant beaucoup d'années pour avoir des cartes biométriques, pour sa fiabilité et avoir des élections transparentes, crédibles. Mais ces cartes biométriques ne viennent pas à présent. Personne ne s'en offusque, personne n'en parle. C'est le moment de dire aux politiciens, voilà le problème auquel nous sommes confrontés et comment on peut trouver une solution idoine pour pouvoir avoir des cartes biométriques ou bien surseoir à ces cartes biométriques temporairement, mais il faut en parler. C'est le rôle des partis politiques. Et en parlant de cartes biométriques, j'enchaîne avec le fichier électoral. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un pays où on ne peut pas dire que nous avions récupéré le fichier électoral qui était avec une autre société et que jusqu'à présent, on ne nous montre pas que nous avions un fichier électoral mis à jour et dans une très bonne condition d'exploitation. Malheureusement, je trouve que ça va être des taches noires lorsqu'on va vouloir organiser des élections. Nous devons aujourd'hui demander aux politiciens de discuter de comment nous pouvons avoir un fichier électoral fiable et que les partis politiques eux-mêmes soient rassurés que le travail a été fait et qu'on peut aller maintenant à des élections transparentes et crédibles parce que le fichier il est bon. C'est une discussion. Il se pourrait qu'on n'arrive pas à un consensus, mais personne ne dira non, la transition n'a pas pensé à avoir des élections transparentes et crédibles. Ça, il faut donner aux partis politiques leur rôle, qu'ils discutent, qu'ils échangent pour que nous puissions avoir la paix à travers des élections transparentes et crédibles. Et en parlant de paix, je vais terminer avec ça parce que quand on réfléchit durant 4 mois et 15 jours seul, j'avoue qu'il y a tout un livre dans la tête, quoi. Mais pour ne pas abuser de votre temps si précieux, je finis par la paix. J'étais parmi les acteurs pour rédiger les termes de référence du dialogue intermalien. Et j'avoue qu'après, je n'ai pas compris ce qui en est sorti. Je n'ai pas du tout compris. Et ça m'a amené à dire que nous devons faire attention dans ce pays. Il y a des béabas, il y a des choses aussi simples que nous sommes en train de compliquer qui fait qu'on ne trouvera jamais les bonnes solutions dans notre pays. Il y avait quelque chose de très simple qui est la concertation. Même dans la transition, au début, il y avait une très grande concertation entre les différentes autorités de la transition. J'ai l'impression que cette concertation n'est plus. Et, je le dis, nous sommes quand même des milliers de cadres et des milliers de personnes ont participé également à ces dialogues-là. Mais quelle est la vraie notion de la paix qui nous pousse à aller vers des résolutions kilométriques qui finalement sont rejetées? Ça veut dire tout simplement que l'objectif visé par le dialogue n'était pas clair ou que le dialogue a raté son objectif. Je le dis parce que je conçois que la paix pour moi, c'est d'abord un état d'épanouissement de l'être humain. Tu ne peux pas dire que tu vas amener la paix au Mali pendant que certains sont en train de perdre leur emploi à cause de l'EDM. Tu ne peux pas apporter la paix au centre du Mali aujourd'hui pendant que les gens continuent à se faire tuer et à abandonner complètement leur village.
Tu ne peux pas dire que tu es en train de faire la paix alors que les cultures sont impossibles ou même quand tu récoltes, c'est impossible d'avoir la récolte. Tu ne peux pas parler de paix lorsque dans certains endroits il y a l'esclavage. Et tu ne peux pas parler de paix lorsque les gens n'ont pas espoir qu'ils peuvent aller se faire soigner tranquillement et dans des bonnes conditions, où ils peuvent aller faire des services au niveau de l'administration sans qu'on leur demande à payer quoi que ce soit parce qu'ils sont pauvres ou ceci, cela. C'est d'abord cet état d'esprit que nous devons cultiver. Ce n'est pas aller s'asseoir, dire dans un papier, la paix au Mali, c'est X, Y, Z. Ça n'apportera pas la paix. La paix, c'est le bien-être d'abord des citoyens maliens. Tant qu'on n'a pas ce souci, on n'aura jamais la paix. La cohésion sociale également dépend de ce facteur. C'est lorsque les gens sont dans un état d'esprit ouvert, épanoui, qui sont facilement accessibles et qu'ils peuvent se supporter mutuellement. Malheureusement, au lieu que nous nous déplaçons pour aller éteindre les foyers de tension à l'intérieur du pays, par exemple dans la région de Kayi où on parle d'esclavage, je pense qu'il fallait lever une mission, aller à Kayi, rencontrer les localités dans lesquelles ce genre de pratique se passe, comprendre quel est le phénomène, les conseiller et prendre une décision pour que cela ne se passe plus. Aller au centre, discuter sérieusement pour savoir pourquoi on n'arrive pas à instaurer la sécurité que nous voulons. Prendre à la source le ressenti des populations, prendre des mesures pour qu'il y ait la sécurité au centre. Quand on finira de prendre des dispositions réelles, concrètes, pour que les gens se sentent bien, qu'ils puissent s'épanouir, c'est en ce moment qu'on parle de la paix, qu'on peut faire une charte pour la paix et que ça marche. Mais dans des conditions comme ça, notre pays n'aura pas la paix, Monsieur le Premier ministre. On n'aura pas la paix parce qu'on n'a pas le cœur à la paix, parce qu'on cherche à manger, on cherche à survivre dans notre pays, on n'a pas la sécurité. Comment on peut avoir la paix? C'est une perte de temps ce qu'on est en train de faire. Je voulais terminer par ce point, mais je finis par un dernier point qui est la durée de la transition. J'ai bien apprécié le mémorandum du M5 et c'est le lieu de le réitérer. Au fort intérieur des acteurs du M5, au plus fort de la crise, notre souhait, c'est que la transition fasse 3 ans. Ça, c'était notre souhait. Au moins, en tout cas, 3 ans, pour pouvoir régler les grandes questions du Mali. Dieu merci, nous avons fait ce qu'on peut faire jusque-là. Mais continuer aujourd'hui à vouloir prolonger la transition alors que nous sommes en train de régresser, je ne pense pas que ça soit une très bonne chose. Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, je m'arrête là parce que je peux dire beaucoup de choses. Mais je préfère garder ça pour une autre occasion. Je vous remercie.